Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Photoshop qui va essayer de clarifier plus ou moins la manière dont vous devez ouvrir votre fichier, le préparer et puis commencer à le retoucher. Si c'est un crayonné, ici j'ai pris un crayonné, vous avez déjà l'exemple dans la Dropbox, donc vous avez accès sur bit.ly/ilu_2e et là vous aurez accès à ce fichier-ci dans le répertoire exemple. Alors, commençons par un X. Alors, ici, si on regarde bien ce document-ci, c'est un document qui a été scanné. Vous voyez que c'est un document qui a été scanné en niveau de gris et on voit que c'est un crayonné. Donc, on a différentes nuances ici de niveau de gris. J'insiste sur le fait que au moment du scan, vous devez déjà réfléchir à la qualité de votre scan pour ne pas avoir un fond trop sombre. Et vous devez aussi réfléchir au moment où vous dessinez, dans le sens où si vous avez un document qui à un moment donné a trop de gris, vous allez quand même passer énormément de temps à le nettoyer. Alors ici j'ai ouvert ce document-ci qui est un document qui a été scanné et je vais regarder en quoi consiste le document. Par défaut il est en RVB, donc il a été scanné en couleur. Donc la première chose que je vais faire s'il n'a pas été scanné en niveau de gris, c'est le passer en niveau de gris. Je vais accepter de supprimer les informations de couleur, donc les informations chromatiques. Je vais cliquer ici et faire supprimer. Donc maintenant cette image-ci n'est plus en RVB mais en niveau de gris. On la repassera plus tard en CMJN pour la retravailler. Alors, la deuxième chose que je vais faire immédiatement, c'est regarder ici et je vois que mon image que j'ai ouverte est un arrière-plan. Je vous rappelle que si c'est un arrière-plan, ça veut dire que c'est comme une feuille de papier. Si j'efface quelque chose ici, eh bien, je vais récupérer une couleur en fond. Ça n'intégrera pas la transparence. Donc, comme je suis dans Photoshop et que je ne travaille pas à la main et que je veux une valeur ajoutée dans Photoshop, eh bien, je vais double-cliquer sur mon arrière-plan. Je vais pouvoir l'appeler, par exemple, trait. Voilà. Et je vais dire OK. Et donc maintenant, j'ai un calque. N'oubliez pas, c'est une des spécificités principales de Photoshop, c'est sa capacité à utiliser les calques. Donc ici, j'ai maintenant un calque trait. Donc je suis ici en mode niveau de gris avec un calque. Je vais ensuite passer ici dans taille de l'image et là ce que je vais faire c'est vérifier que mon image soit dans la bonne résolution. Alors pour ça vous vous souvenez, donc ici c'est le cas, elle est en 300 dpi et quand je l'ai passé en 300 dpi et seulement quand je l'ai passé en 300 dpi, je vais vérifier ici ces dimensions. Dans le cas qui nous concerne, on a une largeur de 24 et on a une hauteur de 35. Donc ceci est suffisamment grand pour être un A4. C'est même un peu plus grand qu'un A4. Et ici, je vais faire très attention à chaque fois à vérifier que rééchantillonnage, donc si j'étais en 72 dpi au départ, voilà, et vous voyez que ici les dimensions ont changé, eh bien je vais faire très attention à ne pas cliquer ici, à faire en sorte que rééchantillonnage ne soit pas cliqué pour passer en 300 dpi. Si vous voyez que rééchantillonnage est cliqué, cela veut dire que au lieu de changer de manière totalement virtuelle les dimensions physiques ici de l'image, tout en maintenant la matrice de pixels, ça veut dire les pixels ici intacts, eh bien ce qu'il va faire, donc je vais passer ici en 300, regardez ce qui se passe ici au-dessus, eh bien là il va augmenter le nombre de pixels. Donc cette image maintenant est un monstre. Ça veut dire qu'elle fait 1 mètre de large sur 1 mètre 46 de haut en 300 dpi. Ça fait 12 000 pixels sur 17 000 pixels. C'est énorme. Votre ordinateur ramera. Alors si vous avez fait l'erreur de ne pas décocher rééchantillonnage au moment où vous passez votre image ici en 300 dpi, eh bien vous pouvez pousser sur Alt. Et Alt, vous voyez que ici, en poussant sur la touche Alt, j'ai ici l'option de réinitialiser. Voilà. Donc en poussant sur Alt, je peux réinitialiser toute la fenêtre. Et donc dans ce cas-là, vous voyez que rééchantillonner a été décoché. Donc dans ce cas-ci, si j'étais en 72 dpi, hop là, pas 722, 772, et bien là maintenant, si je passe en 300, au lieu d'augmenter, de changer la matrice des pixels qui est ici au-dessus, je vais arbitrairement, virtuellement, changer les dimensions de l'image. Donc chaque pixel reste là où il était. On ne change pas les pixels dans ce cas-ci. Ça veut dire qu'on n'altère pas l'image, on ne détruit pas l'image. Donc je vais faire OK, dans ce cas-ci, c'était bon. Alors maintenant, je vais me poser la question, je vais me dire, tiens, d'accord, cette image-ci fait 25 sur 30 et quelques. Donc je pourrais aussi
Dans le cas où vous voudriez, si vous allez vraiment trop au bord ici, mais là je vous invite, si vous êtes un tout petit peu plus grand que de la 4, à garder ceci. Mais je pourrais, si je le souhaitais ici, en faisant cette fois-ci rééchantillonner, attention, en faisant rééchantillonner, là je vais altérer mon image, mais je pourrais me dire, tiens non, je veux passer à du 29 ici, 7, et vous voyez que j'ai 20,74 ici pour mon image. Donc ici, dans ce cas-ci, je vais changer ma matrice de pixels. Attention, j'altère mon image de départ. D'accord? Mais on va voir qu'on va pouvoir faire peut-être autrement qu'en altérant l'image de départ. Donc je vais faire annuler. Et ici, ce que je vais faire, en fait, ça n'est pas aller dans taille de l'image, mais dans taille de la zone de travail. Qu'est-ce que la zone de travail? Mais actuellement, la zone de travail, c'est la taille de mon image. Mais je vais changer la zone de travail. Dans ce cas-ci, je vais décocher relatif. Donc, je vous rappelle, relatif, ça vous permet d'ajouter ici autour ou d'enlever des pixels ou des centimètres. Donc, je vais passer en centimètres. D'enlever ou d'ajouter des pixels autour de votre image sans tenir compte des dimensions de l'image de base. Je vais simplement dire, oh, je veux rajouter 5 cm, eh bien, je vais faire 5. Et là, il va rajouter, vu que c'est fait à partir du centre, il va rajouter 2,5 cm de chaque côté de mon image. Dans le cas présent, donc ici je peux faire 5, 5. Alors si vous vouliez ajouter ici par exemple, non pas 2,5 ici et 2,5 ici, mais spécifiquement 5 cm en dessous et à droite, eh bien je vais pouvoir cliquer comme ceci. Et là, vous voyez que quand je clique sur ces petites flèches, là je lui dis, je ne veux plus que tu les rajoutes de manière centrée et équivalente partout, mais je veux spécifiquement que tu me les rajoutes en bas et à droite. Donc dans le cas présent, ici, moi ce qui va m'intéresser, c'est de rajouter, en l'occurrence, même pas de rajouter dans ce cas-ci, donc je ne veux pas rajouter 5 cm pour l'instant. Je vais décocher ici les dimensions relatives. Je vais encore pousser justement sur Alt pour réinitialiser, voilà, mes dimensions. Voilà, donc j'ai 24 sur 35. Et ce que je veux faire maintenant, c'est passer à 21 sur 29,7. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, je viens de changer la taille de ma zone de travail. Autrement dit, je ne change pas réellement l'image qui est contenue, le calque qui est ici. Je ne vais pas changer ce calque-là, je ne vais pas effacer des données dans mon calque. Mais par contre, ma zone de travail qui est ici, ça veut dire la zone qui actuellement contient l'image, va diminuer en taille. Je vais la limiter à, ici, 1 à 4. Mais, dans les faits, mon image sera toujours présente. C'est important de retenir que mon image sera toujours entièrement présente, même si dans le cas présent, par exemple, je vais probablement manger un peu sur le pied et ici sur la tête de mon personnage. Donc je ne vais pas m'inquiéter. Je sais que je vais réagrandir mon image après. Ce que je veux, c'est l'A4 de départ. Et puis je réfléchirai après à ce que je vais faire. Donc je vais faire OK. Je sais que mon image, la nouvelle zone, ici, la nouvelle taille de la zone de travail étant inférieure à la précédente, l'image va être rognée. Attention, dans les faits, ça n'est pas rogné, c'est simplement masqué. Rogner veut dire enlever quelque chose. Ici, mon image, comme c'est un calque, sera préservée. Je fais ceci, vous voyez que c'est un fait. Ma zone de travail a diminué en taille. Je vous avais dit, on va manger sur le pied et sur la tête du personnage, et ici aussi sur la gauche. Mais, si vous regardez bien, vous voyez que le cadre ici de sélection de mon image, on va y arriver, eh bien ce cadre de sélection-ci, eh bien il est toujours présent ici. Ça veut dire que l'image n'a pas été effacée. Je peux prendre cette image et la déplacer comme ceci par exemple. Pour manipuler mon image, je vais venir chercher l'outil déplacement qui se trouve ici. Voilà, et avec cet outil déplacement, je vais pouvoir, on regardera ici les dimensions et on regardera ceci plus tard, ici au-dessus, sélection automatique et toutes ces choses-là, mais actuellement, vous voyez que je peux déplacer mon image. Donc dans ce cas-ci, vous voyez que ma zone de travail et mon image sont maintenant deux choses totalement séparées. Donc j'ai bien défini ici mon A4 qui est ma zone de terreur, ça veut dire la zone d'impression, la zone que je veux sortir à l'impression. Alors je vais faire une commande clavier qui s'appelle ici, qui est commande R, qui fait apparaître, vous le voyez ici, sur le pourtour de mon document, des règles. Et cette commande clavier, je pourrais aussi le faire autrement en faisant ici afficher. Voilà, et je vais faire afficher et je vais venir chercher ici, si je le retrouve rapidement, voilà, les règles. Donc je peux aussi venir dans affichage règles et je vais faire apparaître les règles qui sont ici au-dessus.
D'un point de vue totalement conceptuel, elles sont totalement inutiles et ridicules. Mais elles cachent des fonctions très intéressantes. Alors, quelles sont ces fonctions? La première fonction qu'elles cachent, le premier outil ici qui se cache derrière ces règles, c'est que je peux faire clic droit sur la règle et dire, tiens, maintenant je veux que, au lieu d'être en pixels, qui est là l'unité utilisée actuellement, eh bien je veux qu'il utilise l'unité des centimètres. Ce qui veut dire que maintenant mon document, à chaque fois que je vais ouvrir quelque chose, mon document, toutes les dimensions seront exprimées en centimètres au lieu d'être exprimées en pixels. Je vous rappelle que le pixel c'est pour le web et que les centimètres c'est pour le print, donc l'impression. Donc ici maintenant j'ai fait ceci, ça veut dire que j'ai fait apparaître mes règles et je suis passé en centimètres si nécessaire. Alors l'autre fonctionnalité qui se cache derrière ces règles, eh bien en fait c'est la capacité d'utiliser ce que l'on appelle des repères. Que sont les repères exactement? Eh bien, les repères sont des marques non imprimables. Ce sont des guides qui vont vous permettre de définir des zones ou d'aligner des choses les unes sur les autres. Alors ici, comment est-ce que je vais faire pour faire apparaître ces repères? Ça va devenir beaucoup plus concret quand je vais vous les montrer. Eh bien, je vais cliquer sur la règle, par exemple, verticale. Je vais tirer ici, je vais garder appuyé et je vais tirer mon repère. Et cette ligne verticale que vous voyez ici, est un repère. Je vais maintenant lâcher la souris, voilà, et j'ai un repère ici qui apparaît. Ça sera non imprimable, ça n'est pas un outil qui va générer un visuel quelconque, c'est un outil de travail pour structurer votre travail. Je vais ensuite faire la même chose pour chacun des côtés. Vous voyez que par défaut dans Photoshop, il va ici venir s'accrocher directement au bord du document. Alors comment est-ce que ça se fait? Eh bien si je vais dans Affichage, ici, j'ai cette notion de magnétisme. Eh bien, le magnétisme, c'est ça. Ça veut dire que je peux magnétiser ici les calques, les limites du document, ce dont je venais de parler, et la grille dans certains cas, quand elle est affichée, les tranches, ça on n'en a pas parlé, et les repères. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand je vais m'approcher de ces éléments-là, de quelques pixels, ça peut varier entre 12 et 3 pixels, ça va dépendre des réglages par défaut, mais quand je m'approche d'un objet, d'un calque ou d'un repère ou des limites d'un document, eh bien, Photoshop va coller automatiquement l'objet que vous déplacez, il va l'accrocher, le magnétiser directement à cet objet. Et si vous continuez à bouger, il va le démagnétiser. Ça permet de placer les éléments de manière précise sur un document et d'être certain de les placer au pixel près, vu que c'est magnétisé. Donc ici, maintenant, je vais créer mes repères. Vous voyez que mes repères s'accrochent directement au bord de mon document. Et si je le souhaitais, vous voyez qu'ici, ça s'accroche aussi au bord, ici, de mon image. Alors, maintenant, ce que je pourrais faire, si je passe avec mon curseur, encore une fois, avec l'outil déplacement, si je passe avec mon curseur sur un repère, vous voyez qu'il me propose de le redéplacer. Alors, c'est intéressant, mais par moment, vous allez peut-être placer un repère ici dont vous n'avez plus besoin. Alors, comment faire pour se débarrasser de ce repère intempestif? Eh bien, je vais cliquer dessus et je vais simplement retourner le ranger ici, voilà, dans la règle. Alors, vous avez autant de repères à disposition que vous le voulez, donc vous n'êtes pas limité, donc vous ne devez pas fonctionner avec 3 ou 4 ou 6 repères, mais ce qui est important, c'est de ne pas non plus encombrer visuellement votre fichier Photoshop. Alors, si les repères, à un moment donné, vous dérangent, vous pouvez aller dans Afficher, ici, et afficher ou masquer les repères. D'accord? Donc ici, je pourrais choisir de les afficher, de les masquer si je n'en ai plus besoin à un moment donné. Ils sont un outil de travail et non pas un élément graphique, donc ils peuvent encombrer visuellement. Alors comment est-ce que je peux faire aussi? C'est faire commande ici, 2 points, et je peux les faire apparaître et disparaître extrêmement rapidement. Donc ça va être pratique quand on aura fini de préparer ce fichier-ci spécifiquement pour pouvoir commencer à travailler avec. Alors maintenant que j'ai fait ceci, eh bien j'ai défini avec mes repères ma zone de terreur, la zone d'impression, et maintenant je vais revenir ici dans mon menu images, et là je vais pouvoir prendre taille de la zone de travail, recommencer avec ça. Et ici, maintenant, je ne vais plus travailler avec des dimensions comme celle-ci, je vais travailler de manière relative. Ça veut dire que je vais me dire maintenant, je vais me laisser de la marge autour, ce dont on a parlé, qui sont les fonds perdus. Ça veut dire que c'est ce qui sera découpé quand on imprime. Alors, au-delà d'être découpé, je vous rappelle que l'objectif de la logique que j'essaye de vous présenter ici
pour cette partie ici spécifiquement, c'est de vous dire, je vais faire un visuel, mais je vais me donner un peu de marge autour, en plus des 3 mm de fond perdu par défaut qui sont la règle, c'est-à-dire habituellement on laisse que 3 petits millimètres tout autour du document, mais vous, en tant qu'illustrateur, vous allez peut-être devoir fournir des documents en vous disant, la personne qui récupère ce document va devoir le manipuler dans une mise en page, le placer dans une page, va peut-être devoir simplement recadrer un tout petit peu le document, pour pouvoir, ici, quand on va recadrer le document, pour pouvoir y placer du texte par-dessus, pour pouvoir y placer différentes choses. Donc, pour ceci, ici, dans cette logique-ci, eh bien, je vais rajouter beaucoup plus de place que les 3 mm. Je vais me laisser littéralement de la marge. Alors, dans ce cas-ci, par exemple, on va regarder cette image-ci. Eh bien, cette image-ci, si moi je devais la travailler en me disant, tiens, quel serait l'intérêt pour cette image-ci quand je vois le personnage en lui-même qui est en croix en fait, entre son marteau et son corps, on a une croix. Mais ce que j'aime bien, c'est son attitude, le côté un peu courbe. Ici, elle a le marteau derrière elle, elle est presque assise dessus. Donc ce que je vais me dire moi, c'est un choix personnel, je vais me dire en largeur, je vais rajouter 7,5 cm de part et d'autre, ce qui est énorme, soyons très clairs, c'est beaucoup de marge. Et en hauteur, par contre, je vais y aller encore plus franco et je vais me rajouter ici 20 mm. Donc ici, je mets 20 cm, pardon, et ces 20 cm-ci, je vais les utiliser, ça va faire 10 cm au-dessus, 10 cm en dessous, et je vais peut-être pouvoir accentuer la verticalité. Et ça va me permettre peut-être d'avoir une composition qui sera un peu plus élancée. Je vais stabiliser mon personnage ici au niveau des pieds avec un visuel, une ombre ou quelque chose ici au niveau de ses pieds. Comme c'est du steampunk, j'aurais tendance à lui rajouter peut-être une plaque d'égout en dessous de ses pieds avec un mécanisme dessus, avec des rouages sur la plaque d'égout et peut-être même de la vapeur qui en sort. Comme ça, je la stabilise, je l'assieds sur une zone, mais je vais partir en hauteur. Et en l'occurrence ici, je vais même peut-être me dire, allez, allons-y avec 25. Voilà, on va exploiter cette fonctionnalité-ci et je vais mettre au départ ici au-dessus 10 et vite 7,5 de chaque côté. Voilà. Donc vous voyez que maintenant je viens de rajouter ici 10 cm au-dessus, et je trouve quand même ça n'est peut-être pas assez, mais on va voir que je vais changer les dimensions de ceci. Et en dessous je vais repasser maintenant, donc c'est un choix que je fais ici. Je vais repasser et par rapport ici à ma hauteur, en dessous cette fois-ci, donc je vais venir comme ceci, en dessous maintenant, je vais rajouter 5 cm. Donc je vais faire OK. Donc vous voyez que j'ai moins de place ici en dessous, ça n'est pas grave, j'en veux plus au-dessus. En l'occurrence, j'en veux beaucoup plus au-dessus. Donc je vais, dans ce cas-ci, en hauteur ici, je vais me dire que je vais encore rajouter 5 cm ici au-dessus. Voilà. Comme ça, je peux vraiment avoir de la vapeur, je peux avoir quelque chose, je peux peut-être jouer justement avec la forme du marteau ici, et faire ici de la vapeur qui se finirait et qui pourrait représenter ce marteau-là ou un autre, ou quelque chose ici, quelque chose d'un peu plus ésotérique, qui fasse le lien entre magie et steampunk par exemple. Donc ça c'est... Voilà, ma logique, ma démarche, c'est ceci. Alors, maintenant, par rapport à ceci, par rapport à ce visuel-ci, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai quasiment fini de préparer le fichier. Ça veut dire que là, j'ai fait des choix. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est que vous compreniez ce que vous faites. Si je suis maintenant, moi, le graphiste qui reçoit votre image, eh bien, je vais me dire, j'ai un A4, et je vais pouvoir prendre tout le visuel ici, l'importer dans un autre programme, et je vais pouvoir recadrer, et j'aurai de la marge. Donc quoi qu'il arrive, même si je mets un marteau par exemple, j'ai peut-être même mal travaillé ici pour mon illustration, donc je vais peut-être pas aller tout parfaitement ici au-dessus, je vais essayer de m'arrêter peut-être dans cette zone-ci. Ça va? Je vais m'arrêter ici au-dessus pour qu'il y ait quand même de la marge pour le graphiste ou pour la personne qui va devoir intégrer cette image. Encore une fois, si vous aviez quelque chose, si vous saviez que vous allez... la mise en page, par exemple, ici c'est un A4 vertical, mais que vous avez une image un peu plus petite, vous allez peut-être vous dire, justement, je vais la retravailler pour qu'on puisse la déplacer à gauche ou à droite. Alors, par rapport à ça, la zone réelle de mise en page de départ, l'endroit où tout doit être parfaitement fini, c'est bien cette zone-ci qui est définie par les repères. Le reste ici autour, c'est du plus. Ça va? Dans le cas présent ici, je me suis laissé de la marge au-dessus. Je vais peut-être ici,
pour justement que le graphiste ou l'autre illustrateur ou vous-même dans votre mise en page, on va voir après comment on va travailler ça, mais je vais peut-être laisser un peu de marge pour qu'on ne coupe pas forcément la vapeur que j'ai dessinée. D'accord? Mais il faut accepter que ce qu'il y a ici au-dessus disparaîtra peut-être. Ça n'est pas un visuel essentiel qui doit être représenté ici au-dessus. Ça va? Ou ici sur les côtés. Tout ce qui est ici autour, par défaut, normalement, n'est pas compris dans la mise en page. Moi, je me suis laissé un peu de marge parce que je veux jouer sur la verticalité ici et que je me dis, même si on recadre mon image, même si je la travaille ici dans mon A4, eh bien, j'aurai peut-être un bénéfice à avoir quelque chose qui monte par-dessus et peut-être de la marge. Et si le graphiste veut diminuer mon image, j'aurai encore quand même cette vapeur qui me tient à cœur ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je vais prendre mon outil ici, déplacement, qui est ici. D'accord? Et je vais regarder mon image. Et avec cet outil déplacement, je vais ici, vous voyez qu'il y a sélectionné automatiquement les calques ou les groupes. Donc ça, par défaut, ça veut dire que quand je clique ici sur une image, sur un pixel, eh bien, il va sélectionner le calque ici qui correspond au pixel sur lequel j'ai cliqué. Donc si j'ai 5 calques les uns au-dessus des autres, eh bien, en cliquant sur les pixels qui sont dans le calque tout en dessous, c'est celui-là qu'il sélectionnera. Et ici, j'ai option de transformation. Et je vous invite à sélectionner option de transformation. En quoi est-ce que ça consiste? Eh bien, vous avez vu ici qu'il y a des petites poignées qui viennent de disparaître. Si je clique, j'ai des petites poignées. Ces poignées-là me permettent de redimensionner mon image. Ça veut dire que je peux manipuler ou de faire même tourner mon image si je le souhaite dans Photoshop. Alors, comment manipuler ceci? Comment manipuler cette image maintenant? Eh bien, je peux, soit, vous voyez que mon curseur change d'aspect, eh bien, je peux ici cliquer sur, soit faire tourner comme ceci et puis cliquer et faire tourner mon image. Attention que ici, la touche majuscule va bloquer et va rigidifier la manière dont vous modifiez. Donc là, vous voyez que je n'avance pas de manière fluide, mais j'avance par à-coup de 15 degrés dans ce cas-ci. D'accord? Donc ça, c'est si je pousse sur majuscule. Et je peux aussi cliquer sur l'une des petites poignées qui se trouve ici. D'accord? Et je vais pouvoir cliquer sur la poignée et puis redimensionner l'image. Le problème, c'est que par défaut, vous voyez que je détruis mon image. Alors oui, en faisant cette opération, je vais endommager mon image. Donc cette opération va avoir un effet destructeur sur mon image. D'accord? On verra peut-être, si on a le temps, la manière de ne pas totalement détruire l'image. Mais actuellement, ici, on va accepter que on veut une image qui soit en A4 dans la meilleure qualité possible. Et la meilleure qualité possible pour l'instant, c'est de réduire un peu l'image. Donc je vais cliquer sur mon image, mais attention, en même temps que de cliquer, je vais pousser sur majuscule. Et si je pousse sur majuscule, j'impose à cette modification de l'image de rester proportionnelle. Donc qu'est-ce que je vais faire? Très clairement ici, je vais diminuer la taille de mon image pour faire en sorte qu'elle rentre dans le cadre des repères. Et alors comme je veux que vous appreniez toutes les touches en même temps, bien sûr, eh bien on peut aussi, en même temps que d'appuyer sur majuscule ou sans appuyer sur majuscule, pousser sur Alt. Et quand j'appuie sur Alt, la modification ne se fait plus à partir du coin supérieur gauche dans ce cas-ci. Vous voyez que c'est sur ce coin-là que j'ai cliqué au départ. La modification se fait à partir du centre. Et donc là, je peux prendre mon personnage, le mettre comme ceci par exemple dans mon A4, voilà, et faire Enter. Quand je fais Enter, je valide la modification. Donc si je clique à partir d'ici au-dessus, ce sera la même chose. Vous voyez que maintenant, je fais une modification à partir de mon coin supérieur droit. En poussant sur majuscule, je maintiens les proportions de mon image. Et en poussant sur Alt, je le fais à partir du centre. Donc ici, je vais par exemple prendre mon personnage et le mettre à ces dimensions-ci pour un A4. Ce sera parfait. Et maintenant, je valide. Deux dernières choses dont il faut être conscient par rapport à la modification des images avec l'outil déplacement, et c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas encore vu jusqu'ici et que j'ai forcé pour que vous utilisiez d'autres techniques avant. Mais maintenant, vous êtes prêts? Vous êtes prêts, petit Jedi? Eh bien, ici maintenant, quand je fais cette modification-ci, voilà, je vais changer ici mon image. La chose dont il faut être conscient, c'est que si je n'appuie pas sur Enter et que je lâche, par exemple, voilà, je viens de lâcher le clic, eh bien ici, dans ce cas-ci, je suis toujours dans ce que l'on appelle un mode modification. La barre de menu contextuelle ici, au-dessus, a changé d'aspect pour me donner le X, le Y, la largeur et la hauteur en pourcent, mais vous pouvez écrire des centimètres et ça prendra les centimètres sans problème. Vous voyez que j'ai cliqué pour maintenir les proportions de mon image sur le petit
ici la petite chaîne qui me dit maintenir les proportions entre les images. Et bien maintenant, quand je suis dans ce mode édition, et j'insiste, là j'ai cliqué dessus mais je n'ai pas encore appuyé sur Enter. J'ai pris l'outil déplacement ici au-dessus, j'ai commencé une modification, je n'ai pas appuyé sur Enter. C'est un mode spécifique. Quand vous êtes dans ce mode spécifique, ça veut dire dans le mode édition, déplacement de l'image, d'un calque, parce que vous pouvez faire ça sur n'importe quel calque, eh bien, quand je suis dans ce mode-là, je ne sais pas appliquer d'autres effets, je ne sais rien faire d'autre. Photoshop est en mode panique. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de modifier de manière en live, ça veut dire en temps réel, vous êtes en train de modifier une matrice de pixels de 2000 sur 3000. Donc lui, il vous génère visuellement l'ensemble de vos modifications en temps réel. Donc, il ne sait pas faire d'autres opérations que ça actuellement. L'image, pour l'instant, la seule chose qu'il est d'accord de faire avec, c'est change ses dimensions, fais la tourner, mais on ne va pas commencer à appliquer des effets dessus pour le plaisir. D'accord? Donc ici, je suis en mode modification. Ici, au-dessus, j'ai ce que l'on appelle le carré ici qui détermine l'origine des modifications. Ça veut dire que je pourrais changer par exemple sa position. Et bien pour l'instant, la position qui est indiquée ici correspond à la position ici au centre de mon image. Et si je clique ici en haut à droite, et bien vous voyez que la position a changé, à gauche pardon. Et la position a changé pourquoi? Parce que simplement j'ai déplacé mon point d'origine des modifications ici en haut à gauche. Donc maintenant, je peux me remettre ici au centre. Donc je choisis ici le point d'origine des modifications que je vais opérer sur le X, le Y, ou la largeur ou la hauteur. Si je le mets en bas à droite, eh bien en diminuant la hauteur ici par exemple, je vais diminuer maintenant, vous voyez que la hauteur se fait à partir du coin inférieur droit, ici. Ça va ? Donc voilà, donc je vais remettre mon image à dimension. La dernière chose sur laquelle je veux insister, quand on en aura fini avec ceci, on aura presque fini la préparation du fichier. Eh bien, la dernière chose sur laquelle je veux insister, c'est que l'opération que vous faites ici est destructive. Donc ça n'est pas une opération qu'il faut prendre à la légère et qu'il faut répéter 50 fois. Comment? Eh bien, en fait, quand je vais faire Enter maintenant, donc là j'ai appuyé sur Enter, j'ai validé mon redimensionnement, eh bien Photoshop il a pris les pixels, il vous les affichait à l'écran, mais maintenant il a dit ok, eh bien maintenant je vais entériner ça, recalculer un peu vite les derniers petits pixels qui manquaient, et maintenant c'est fini. Mais il a littéralement enlevé des pixels. Il a supprimé, après cette opération, j'ai perdu de l'information. Alors vous allez me dire, oh mais c'est pas trop grave, je vois toujours ce que je veux et je suis dans les dimensions que je veux pour travailler, en 300 dpi, donc j'aurai une bonne qualité quoi qu'il arrive. Et c'est vrai, la seule chose qu'il faut que vous reteniez, c'est que si vous décidez par exemple de mettre cette image en tout petit et que vous validez, l'image que je viens de réduire ici en tout petit, en fait cette image, ma problématique, vous voyez que quand je zoome, là je n'ai pas quelques pixels que j'ai supprimés, j'ai totalement flingué mon image. Ça veut dire que là, je n'ai plus assez d'informations et on voit bien que l'image est quasiment illisible. J'ai perdu quasiment tous mes détails. Alors, vous allez me dire, oui, d'accord, mais Photoshop n'est pas magique. En fait, il peut l'être, mais on ne le sait pas encore. Et ici, maintenant, si je réaugmente cette image, la taille de cette image, qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, il va non pas reprendre l'image d'origine que je lui avais donnée au départ en lui disant « Voilà ma super grande image » et recalcule à chaque fois à partir de cette grande image. Non, non, non. Il va reprendre le timbre-poste que je viens de créer et il va dire « Ok, je vais essayer de rajouter des pixels dans un timbre-poste. » Il a totalement oublié qu'il les avait déjà avant, ces pixels. Donc, quand je vais valider ma modification ici, vous constatez que mon image est totalement floue et foutue. Pourquoi? Parce qu'il a essayé d'extrapoler avec extrêmement peu d'informations. Autrement dit, quand vous faites cette opération, et là je vais revenir en arrière, donc vous voyez la différence est flagrante, quand vous faites cette opération de redimensionnement, vous allez réfléchir à ne la faire qu'une seule fois. Vous n'allez pas cumuler les modifications de votre image d'origine. Vous le faites une seule fois, vous la mettez aux bonnes dimensions, et puis vous en restez là, et là maintenant on peut avancer sur le travail. D'accord? Donc voilà. Et l'autre méthode est bonne aussi. Moi, je vous montre une méthode supplémentaire. La méthode qu'on a vue en classe où je vous dis de redimensionner la taille de l'image en 1:4 et puis après de jouer avec la taille de la zone de travail fonctionne aussi. Ici, ma problématique, c'est que mon image en soi était plus grande que de l'A4 et que je voulais justement que vous voyez qu'on peut travailler l'image en elle-même, c'est-à-dire redimensionner l'image en elle-même. L'opération est la même. Ça veut dire que quand vous faites
une modification de la taille de l'image. Ici, comme je vous l'ai montré, donc en allant dans taille de l'image et en changeant en ici le plus proche possible de la A4, d'accord, dans cette partie ici, et puis en changeant la taille de la zone de travail comme je vous l'avais montré, ou de faire ce que je viens de faire et puis de changer la taille de l'image, on altère de toute façon les pixels. Mais on les altère à un autre moment. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai une image ici qui est géniale, donc je vais faire un nouveau calque, commande majuscule N, et ici maintenant j'ai une image qui est prête à être utilisée, donc je vais pouvoir la sauvegarder. Cette image, je peux maintenant l'enregistrer, je vais faire commande S, et je vais enregistrer cette image, je vais d'ailleurs la mettre dans exemple, comme ça vous l'aurez à disposition pour voir le fichier. D'accord? Et maintenant, j'ai enregistré cette image. La deuxième opération que je vais faire, parce que ça maintenant c'est mon fichier de travail de départ, eh bien je vais me dire, d'accord, mon fichier de travail de départ, donc qui est prêt ici à être manipulé, eh bien je vais faire une V2, directement V02, et je vais enregistrer ma V02 aussi. En l'occurrence, vous voyez qu'il me dit déjà que j'ai un V02, donc je vais l'appeler ici V03, d'accord? Et je vais faire V03, ok. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai maintenant mon fichier de travail de départ en PSD, voilà, c'est ceci. Et puis je fais un V03 parce qu'il existe un V02. Et maintenant je peux commencer à travailler, mais j'ai mon original scanné, j'ai mon PSD de départ de travail qu'il est tout bon, qu'il est tout propre et qu'il n'y a rien dessus pour l'instant, c'est celui-ci. Et maintenant je vais commencer à altérer mon image. Ça va? Donc les versions comme ça, c'est simplement à chaque grosse étape de travail, je vais me questionner, me dire est-ce que quand je passe cette étape, je ne conserverai pas l'étape précédente avant de tout casser? D'accord? C'est un peu ça l'idée. Alors, la vidéo suivante, qu'est-ce que ça va être? Eh bien maintenant, on va regarder cette image, on va regarder le crayonné, maintenant qu'elle est prête, et on va travailler sur le crayonné. Remarquez qu'on est toujours actuellement en niveau de gris, et quand on aura retravaillé ce crayonné, qu'on aura isolé le crayonné et éliminé le blanc, on pourra commencer à travailler sur la colorisation et le placement ici de visuel. Mais je voulais faire cette vidéo absolument parce que j'ai constaté que un certain nombre d'entre vous avaient déjà du mal par rapport à cette étape-ci. Alors je sais bien que c'est un sacrifice. Je sais bien que, pourquoi est-ce que c'est un sacrifice? Parce que ici, pour certains d'entre vous qui n'ont pas un ordinateur puissant, ici, toute cette surface qui sera plus ou moins utilisée va prendre des ressources. Mais de mon expérience, de vous laisser de la place autour de votre illustration, de vous laisser de la marge dans votre dessin et de ne pas vous enfermer dans une fenêtre minimaliste systématiquement, ça peut par moment vraiment libérer simplement votre créativité et aussi libérer, donner des possibilités aux personnes qui vont travailler avec vous. Ici, en l'occurrence, moi, quand je regarde cette image-ci, ici maintenant, eh bien, la manière dont je risque de recadrer cette image-ci, si j'ai un fond complet ici, c'est d'amener le personnage comme ceci par exemple, et vous voyez qu'ici j'aurais de la matière qui aurait disparu, mais pas dans ce cas-ci parce que j'en aurais mis, et je pourrais peut-être placer un titre, je pourrais peut-être placer un titre ici, un texte ici. Ou pire encore, d'accord, si j'avais vraiment décidé de détruire votre visuel jusqu'au bout, eh bien je vais jeter ce calque-là, je vais créer un nouveau calque. Oh, j'ai dessiné comme un idiot sur le calque de base. Voilà, hop. Donc, pire encore, ce que je pourrais faire, c'est prendre tout votre visuel, d'accord? Donc, je vais d'ailleurs remplir pour vous expliquer la logique qu'il y a derrière ceci. Voilà, ça maintenant, c'est tout mon visuel. Ah oui, je suis toujours en noir et blanc, idiot. Donc, je vais pouvoir prendre tout ceci et peut-être, par rapport à mon A4, le réduire. Et littéralement, moi, dans ma mise en page, dans InDesign, ou vous dans InDesign, placez le personnage comme ceci, et vous voyez que toute la matière ici qu'il y avait au-dessus, toute cette matière-là, elle va être utile, ça va? Et je vais pouvoir l'exploiter, je vais pouvoir travailler avec. Peut-être placer ici justement le texte, placer le reste, utiliser ce que vous avez fait derrière pour que votre visuel soit plus agréable visuellement dans une mise en page. Encore une fois, votre illustration va rarement exister comme une peinture. Ça va être quelque chose qui va devoir interagir avec peut-être du texte, avec d'autres visuels, avec un autre type de narration. Ça va? Donc voilà, j'en ai fini avec cet exemple-ci. Donc c'est ça que j'attends de vous, c'est d'avoir le cadre ici en A4 et d'avoir après toute cette marge autour et d'avoir votre sujet principal ici comme ceci. Donc je vais revenir en arrière, voilà.
Voilà, votre sujet principal qui est placé ici au bon endroit et puis on peut commencer à travailler. Vous voyez que je fais vraiment très attention à ne plus redimensionner, je l'ai fait une fois et puis maintenant c'est bon, je reste à ça et j'avance et maintenant je colorise. J'en ai fini avec vous, 34 minutes d'explication, je m'excuse, mais c'était nécessaire. Bonne fin de journée.